Hélène Migerel, bonjour. Vous êtes psychanalyste et docteur en sciences humaines. Vous suivez de près la crise sociale en Guadeloupe. Comment analysez-vous la colère, la violence même parfois qui gronde dans les rues et que rien ne semble pouvoir calmer? D'où vient cette colère et pourquoi se manifeste-t-elle maintenant et de cette manière? Alors, nous sommes sur une poudrière quand même depuis quelques années. Je veux dire que tous les indicateurs sont au rouge. Tout le monde l'attend, cette violence et cette colère. Alors, elle éclate aujourd'hui avec les jeunes. Avec les jeunes qui se sont ralliés finalement à une forme de résistance et qui sont arrivés là pour dire quoi? D'abord, sur le plan sociopolitique, qu'il y a effectivement de gros problèmes. Les lieux de vie de ces jeunes sont négligés et abandonnés par les pouvoirs publics. L'insalubrité, ce sont des gens qui vivent forcément dans des ghettos. Et puis, il y a un certain mal-être, bien sûr. Un mal-être parce qu'il y a du mépris. Ces jeunes ont l'impression qu'ils sont les oubliés de la terre et qu'on les méprise. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et j'entendais dans certains témoignages où quelques-uns disaient, nous avons eu des formations en métropole, nous sommes revenus ici et nous n'avons pas d'emploi. Alors, sur le plan économique, le chômage, c'est quelque chose d'endémique, c'est quelque chose de galopant. Ici, je veux dire que quel pays aurait pu contenir des personnes ne travaillant pas avec un tel taux de chômage? Il y a aussi un discours social qu'il faut croire, qui fait croire que tout est possible. On peut avoir une voiture, on peut faire des voyages, on peut partir en croisière, mais pour quelques gens. Et ça génère des frustrations chez les gens qui n'ont rien, qui n'ont absolument rien. Alors là, c'était une cause occasionnelle de dire à la Guadeloupe entière que cette situation de mal-être ne pouvait plus durer. Alors, le point de départ de cette crise sociale, c'est l'application de l'obligation vaccinale. Comment expliquez-vous la défiance vaccinale très forte sur le territoire guadeloupéen? C'est tout simplement, c'est une obligation. Une obligation ne vous laisse pas le choix. Je vous dirais que l'obligation vaccinale a été mal perçue aussi en Europe. Et ce n'est qu'avec le pass sanitaire que les gens se sont précipités de se faire vacciner parce que ça les privait de liberté, ça les privait de vacances en France. Il y a eu à ce moment-là un mouvement vers les vaccinodromes. Ici, nous n'avons pas la même représentation des vacances, mais il y a quelque chose de l'ordre de cette privation de liberté et de cette effraction au corps qui n'est pas supportable et qui n'est pas supportée parce que ça renvoie à quelque chose d'ancien, mais de vraiment ancien, comme cette contrainte et cette privation de liberté. Première chose. Deuxième chose, la pédagogie n'a pas été suffisante, elle n'a pas été faite correctement. Troisième chose, on n'a pas laissé le temps aux gens. Il fallait laisser le temps du cheminement, d'une acceptation ou de refus d'ailleurs. Et il n'y avait pas d'autre alternative. Ou c'était la vaccination ou rien du tout. On aurait pu proposer autre chose. Et on voit aujourd'hui, avec justement cet éclatement de son nom. C'est pas tant aujourd'hui, tout le monde entend que la population, elle lutte encore contre la vaccination. La population n'est pas contre la vaccination, je le dis et je le redis. La population guadeloupéenne n'est pas contre la vaccination, elle est contre l'obligation vaccinale. Que propose-t-on aujourd'hui? Après une réunion à Matillon avec les élus locaux, on propose un vaccin qui ne serait pas non ARN. Mais les gens n'ont pas entendu ou ont mal compris ce qui se jouait là. Alors ce vaccin qu'on propose, il est ancien, il est connu. Pourquoi il n'a pas été mis sur le marché avec tous les nouveaux vaccins? Donc, si les gens avaient peut-être un libre choix, peut-être ils auraient choisi celui-là, mais pourquoi celui-là vient maintenant? C'est en train, effectivement, de conforter les gens dans la méfiance envers ce qu'on veut leur imposer. Deuxième chose... Oui, je vous laisse poursuivre. La communication, elle est insuffisante, elle est même mauvaise, à mon avis.
Selon vous, est-ce qu'un parallèle est possible avec 2009 ou bien sommes-nous sur deux mouvements de protestation bien différents? Oui, mais bien sûr. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que toute manifestation, quelle qu'elle soit, ne va pas renvoyer à une espèce de résurgence de problèmes et de conflits qui n'ont jamais été réglés. Mais bien sûr, sous-jacent à cette revendication de cette non-vaccination, c'est-à-dire de cette non-obligation vaccinale, et vouloir effectivement parler de ces lois liberticides qu'on doit changer, eh bien oui, il y a une résurgence de conflits qui n'ont jamais été réglés. Alors d'abord, sur le plan de la santé mentale, en matière de santé mentale, en matière de santé publique, vous avez le problème de l'empoisonnement au chlordécone, ça n'a jamais été réglé. Voilà. Vous avez aussi le scandale de l'eau, qui perdure encore et toujours, alors qu'en 2009, il y avait eu une décision de créer un syndicat unique de l'eau qui a été créé en 2021. Vous avez aussi l'absence de prise en compte de l'envahissement des sargasses. Je sais bien que les municipalités n'ont pas les finances nécessaires, mais je pense que l'État aurait pu donner à ce moment-là un petit coup de main. Et vous avez aussi, en pleine pandémie, ça a beaucoup impacté la population, parce que les choses ne s'expriment pas forcément au moment où il le faut, mais viennent après coup, comme une espèce de résonance des frustrations ressenties. Vous avez eu cette télémédecine cardiologique qui a été complètement malmenée et supprimée. La population l'a très très mal vécue, sachant qu'il y a là, ici, beaucoup de cardiopathie. Deuxième élément qui ressurgit en filigrane, ce sont les rapports de domination. Les rapports de domination, dont l'obligation de violence qui est ressentie comme une espèce de contrainte, un rapport au corps, vraiment une atteinte de privation de liberté, une absence de choix qui renvoie à quelque chose qui est là en filigrane et qui est d'autant plus là en filigrane qu'il y a eu ce procès sur les réparations qui a été balayé d'un revers de main. Ça aussi, c'est une frustration qui a été intégrée et qui n'a pas pu être exprimée. La gestion de la crise que tout le monde a pu voir, que tout le monde a pu commenter dans cette gestion de la crise, la difficulté de la mise en place justement de cette mortalité. Je viens d'évoquer la mortalité et le deuil pathologique qui s'est installé, qui est une des causes aussi de la souffrance des jeunes. Donc cette gestion de crise avec cette phrase devenue tristement célèbre, prenez un Doliprane et rentrez chez vous. Donc cette indifférence ressentie dans toute l'île, eh bien aujourd'hui, ça se retrouve dans cette expression de la manifestation. Et puis les violences économiques et sociales que j'ai évoquées s'agissant des jeunes qui sur les barrages s'expriment de cette manière, mais il y a aussi cette violence économique sociale dans la suppression des emplois des soignants, et cette violence aussi dans cette paupérisation de la population tout entière, cet accroissement de la pauvreté qui se voit, qui s'entend, mais que personne ne pense qu'il faudrait effectivement agir et agir très rapidement. Et puis les familles qui sont de plus en plus, démunies, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers ni les moyens économiques de s'occuper des enfants. Alors, supprimer des postes de pompiers, supprimer des postes de soignants, c'est aggraver une situation économique qui est déjà au plus bas. Donc, dans cette manifestation ressortent
tous ces problèmes qui ne sont pas forcément détaillés, qui ne sont pas forcément dits, mais qui sont perçus. Et puis cette grande indifférence, vous savez, quand des manifestants marchent 6 semaines durant, chaque samedi, dans toutes les villes, pour dire, pour exprimer un mal-être que personne n'entend, que personne ne propose de conciliation, de rencontre, que personne ne propose un plan, je veux dire qu'à un moment donné, il fallait que les choses, effectivement, se disent d'une manière peut-être un petit peu dérangeante, mais qui était prévisible. Donc, anticiper, c'est le maître mot de tout gouvernement. Est-ce qu'on est encore... Oui. Hélène Migerel, il y a aujourd'hui 1 entier sur 6 souffre actuellement de symptômes de dépression selon l'INSEE. Est-ce que la situation pourrait encore s'aggraver selon vous ? Mais vous savez qu'un sondage ne peut donner qu'un éclairage, un éclairage de toute une population. Ça veut dire que la dépression s'exprime autrement qu'en Europe. Elle n'est pas dans les pleurs, dans la complainte, dans la négligence corporelle. Non, elle s'exprime sous d'autres formes. Elle s'exprime sous forme d'accusation de l'autre. Elle s'exprime aussi sous forme d'irritabilité, sous forme de colère. Mais il y a des facteurs de vulnérabilité dans ce pays amenant à une dépression. Alors, il faut faire la différence entre la dépression, qui est une pathologie assez grave, et les états dépressifs. Les états dépressifs, ce sont des états qui peuvent être passagers, qui ne se voient pas forcément, mais qui peuvent être jugulés. Alors que la dépression est une pathologie qu'il faut prendre à bras le corps et soigner sur le moyen ou sur le long terme. Mais bien sûr qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui autorisent ces états dépressifs dans la population. Quand vous avez chez les jeunes un taux de chômage aussi élevé. Et je parlais de la négligence des pouvoirs publics vis-à-vis de leur habitat, parce qu'ils sont dans des ghettos, et même ceux qui ne sont pas dans des ghettos. Quand vous êtes dans une famille déjà défavorisée sur le plan social, vous ne pouvez pas avoir un emploi et participer à la vie quotidienne de cette famille. Bien sûr que c'est un facteur de vulnérabilité. Quand vous avez des familles qui sont au chômage, le père et la mère qui n'ont plus d'emploi, c'est aussi un facteur de vulnérabilité qui va autoriser les gens à boire, à avoir justement des comportements qui leur permettent de s'évader du quotidien qui est trop difficile. Alors, bien sûr, on ne voit que les visages souriants des personnes, leur amabilité, leur affabilité, je veux dire que leur avancée a toujours aidé l'autre, a toujours secourir l'autre, mais on ne voit pas la face cachée. Il y a culturellement de la fierté dans la posture antillaise. Et la souffrance ne se voit pas forcément sur les habits ni sur les traits du visage. La souffrance n'est pas exprimée et n'empêche qu'elle est quand même là et qu'elle s'exprime autrement. Elle va éclore d'une autre manière. Donc oui, on ne peut pas nier qu'il y a des états dépressifs en Guadeloupe. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des gens qui sont dans une situation de souffrance, qui sont dans des situations de frustration, comme toutes les personnes dans le même contexte économique, social, psychologique et politique, tout simplement. Quelles seraient, selon vous, les pistes qui permettraient de revenir calmement vers une situation normale en Guadeloupe, selon vous? Il faudrait d'abord commencer à faire l'inventaire. Faire l'inventaire de ce qu'on pourrait proposer. Et on ne peut pas proposer les choses pour les gens, sans les gens. Et ça, j'insiste.
on ne peut pas proposer des choses aux gens sans les gens. On devrait pouvoir écouter et puis établir des plans. Je veux dire que dans tous les pays du monde, il y a des plans économiques qui sont établis quand même. Il y a une prise en compte d'une situation. Il y a un B.A.B.A., je veux dire, pour permettre aux gens de vivre économiquement de façon correcte. Et puis, cet étalage de richesse auquel certains ne peuvent y accéder, cet argent distribué aux plus nantis qui s'enrichissent encore sous leurs yeux alors qu'ils n'ont rien, je veux dire qu'il faudrait peut-être réfléchir à certaines postures qui existent dans un petit pays où tout le monde se connaît, où tout le monde est au courant de tout. Donc oui, moi je ne rentre pas dans les dispositifs politiques. Il y a des organisations politiques, c'est leur rôle. Ils jouent leur rôle pour effectivement permettre une amélioration du quotidien des personnes. Ne serait-ce déjà que ça. Mais derrière, il y a un vaste champ à défricher. Il y a la formation, il y a l'emploi, il y a l'éducation, il y a bien sûr l'amélioration des conditions de vie, il y a les infrastructures hospitalières. Mais quand on fait l'inventaire de tout ça, on a l'impression que rien ne fonctionne. Que rien ne fonctionne et que si, jusqu'à aujourd'hui, les gens survivent. Certains sont dans des conditions de survie, et jusqu'à aujourd'hui certains survivent, c'est que chez l'être humain entier, il y a des pistes de résistance, il y a des contenants. Je suis en train de travailler sur les contenants de la société antillaise qui peuvent effectivement endiguer toutes ces frustrations et aujourd'hui qui commence à filtrer et maintenir les personnes encore dans des dispositions acceptables pour tous, je dis bien acceptables pour tous. Donc il faut ouvrir des grands chantiers. Mais est-on prêt à ouvrir des grands chantiers? Avec qui et comment? Qu'a-t-on à proposer? Et là maintenant il y a urgence. Il y a urgence, il y avait urgence en 2009. On a vu qu'il y avait certaines propositions de 2009 qui ont commencé à fonctionner puis qui ont été complètement abolies ou arrêtées. Aujourd'hui, en 2021, il y a urgence. Face à cette urgence, qu'est-on capable de faire? C'est toute cette souffrance et toute cette frustration qui génère ce sentiment de mépris. On l'a bien compris. Merci Hélène Migerel. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences humaines et psychanalyste. On vous dit à bientôt sur Éclair TV.